Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à notre soirée consacrée à l'Europe de la défense et organisée en collaboration avec le site Boulevard Extérieur dans le cadre du cycle de conférences organisé conjointement avec l'Université franco-allemande. Force est de constater que jusqu'à très récemment, l'Europe de la défense et de la sécurité a été un parent pauvre des politiques européennes intégrées. Ceci tient à des multiples causes. Les dividendes de la paix à la suite de la chute du mur qui ont fait passer au deuxième plan les préoccupations de sécurité en Europe, le caractère éminemment régalien et donc sensible des questions de défense nationale, les relations avec l'OTAN et le degré variable de vassalité des différents États membres vis-à-vis des États-Unis, le souci de préserver les intérêts des industries nationales de l'armement et de haute technologie, les relations tourmentées de certains pays, dont l'Allemagne, avec leur passé militaire. En 2016, toutefois, deux événements ont profondément secoué le quasi-immobilisme européen en matière de défense et de sécurité. Le Brexit, qui fait peser une hypothèque sur une coopération relativement avancée entre la Grande-Bretagne et la France dans ce domaine, et l'élection du président Trump, susceptible de conduire à une remise en cause du parapluie américain. Avec le lancement d'une coopération permanente structurée, PESCO en anglais, en novembre 2017, les Européens ont voulu réagir à ce double défi. Grâce à cette coopération, l'Europe est maintenant censée franchir une étape majeure pour la construction d'une Europe de la défense à 27. Après le retrait prévisible du Royaume-Uni, seul pays avec la France à disposer de capacités d'action militaire réelles et opérationnelles dans l'Union européenne, la France et l'Allemagne se retrouvent au cœur du nouveau processus. Pour l'Allemagne, qui pratiquait jusqu'à présent une culture de la retenue militaire, militärische Zurückhaltung, partagée par une majorité d'Allemands, le défi est rude. La France, de son côté, a présenté en octobre 2017 ses objectifs dans sa revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Ces objectifs ont été exposés à Berlin le 17 octobre dernier, mais n'ont à ce jour rencontré que peu d'écho en raison, sans doute, des difficultés liées à la constitution du gouvernement Merkel IV. En matière de défense européenne, l'accord provisoire entre le SPD et les chrétiens démocrates parle d'une Europe puissance de paix, alors que la France va plus loin et souhaite une Europe disposant d'une autonomie stratégique et s'appuyant sur une capacité d'action autonome. Ces divergences de doctrine pourront-elles être surmontées ? Quel plan d'action sera nécessaire pour les surmonter et donner corps à une véritable politique européenne de défense ? Pour évoquer ces questions, nous avons fait appel à un certain nombre de spécialistes européens que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, Madame Ronja Kempin, chercheuse à la Stiftung Wissenschaft und Politik à Berlin. Monsieur André Dumoulin, attaché à l'Institut royal supérieur de défense en Belgique et chargé de cours à l'Université de Liège. Monsieur Joost van Jersel, président de la section ECO, Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale, au Comité économique et social européen. Monsieur Detlef Pool, ancien journaliste spécialisé dans les questions de défense. Il a été porte-parole de l'ancien ministre fédéral de la Défense, Rudolf Scharping, et a également travaillé jusqu'en 2016 comme conseiller à l'OTAN. La soirée sera animée par Daniel Vernet, président du site Boulevard Extérieur, spécialiste des questions internationales, co-organisateur, que je remercie de sa fidélité à notre maison. Et je passe la parole maintenant à Daniel Vernet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je crois que le cadre, le contexte de notre discussion
ont été bien posées et donc nous allons entrer immédiatement dans le vif du sujet. Je vous propose un premier tour de table et comme nous sommes nombreux, je vous invite à la brièveté pour que tout le monde puisse s'exprimer sur les différentes questions qui sont posées et qui sont nombreuses. Donc je vous propose un premier tour de table sur cette question qui a été évoquée par Christian Deussen, à savoir est-ce que les conditions aujourd'hui sont meilleures qu'elles n'ont jamais été pour progresser vers une Europe de la défense. Je n'ai pas eu le courage, je dois le dire, je dois l'avouer, je n'ai pas eu le courage de reprendre toutes les initiatives avortées depuis 20-30 ans, sans remonter à la Communauté européenne de défense en 1954. Mais ces initiatives, ces tentatives de créer une défense européenne ou des structures, soit des structures de commandement, soit des structures même des forces militaires, ont été extrêmement nombreuses et jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître qu'elles n'ont pas débouché pour diverses raisons sur lesquelles sans doute nous serons amenés à revenir parce que les difficultés auxquelles se heurte la démarche actuelle sont pour la plupart les mêmes que celles qui ont amené l'échec des tentatives précédentes. Mais tout de même, il semble que d'ailleurs si on regarde les discours, si on écoute les discours des différents dirigeants des pays de l'Union européenne, il semble qu'en effet les conditions soient aujourd'hui différentes et que l'environnement international doit pousser plus que jamais les Européens à trouver un terrain d'entente sur les questions de défense. Alors, je propose de commencer par de ma gauche jusqu'à la droite et peut-être d'abord André Dumoulin, en quelques phrases, est-ce que vous considérez qu'en effet les conditions d'une réussite sont meilleures qu'elles n'ont jamais été? On a vécu, merci M. Vernet, on a vécu une première fenêtre d'opportunité, rappelez-vous, en 99. C'était la gifle des Balkans, le franco-britannique à Saint-Malo qui stimule les autres pays européens. On crée les conditions avec les neutres qui acceptent en fait s'occuper de défense à l'intérieur de l'Union. Et les Français se rendent compte que ce n'est pas l'UE qui va être le grand gagnant de cette politique. Et donc la création de la PESD, 1999, qui crée quand même une série d'outils intéressants. Mais évidemment, il y a toujours le bois des États derrière. Deuxième fenêtre d'opportunité, celle que l'on vit actuellement. On ne sait pas où on va, clairement, mais on peut dire que le Brexit, évidemment, ouvre des perspectives en termes d'ouverture au niveau financier, au niveau budgétaire, au niveau des opportunités. Il y a évidemment les conditions de blocage que les Britanniques nous ont fait par rapport au projet de QG européen, par rapport au financement d'Athéna, par rapport au financement de l'Agence européenne de défense. On espère que, et d'ailleurs les Britanniques ont déjà commencé à ne plus trop bloquer, donc on peut imaginer qu'il va y avoir une ouverture plus européiste, l'effet Trump, l'incertitude de Trump, l'incertitude aussi finalement de la Russie aujourd'hui fait que oui, il y a une fenêtre d'opportunité qui pourrait évidemment aussi se refermer. Et je vois que les Français, en tout cas, et le président, en tout cas d'aujourd'hui, est beaucoup plus ouvert à une vision plus stratégique, je dirais plus offensive sur l'idée d'une Europe plus volontariste en matière de défense, avec l'idée que la France pourrait être le leader, celui qui va entraîner les autres. Tout va dépendre évidemment du relationnel franco-allemand, sachant que les Allemands, et j'en terminerai, finalement ont aussi ont pris davantage de risques sur le terrain, comme faire l'Afghanistan, comme faire l'Afrique, et donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire. Ronia Kemkin, est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur cette appréciation générale? Et je voudrais vous poser deux questions. Une concerne évidemment l'Allemagne et la position allemande, mais aussi sur les conséquences du Brexit, l'effet Brexit. Est-ce que ça, c'est un effet, est-ce que ça crée de nouvelles opportunités ou bien est-ce que finalement on a quand même besoin de la Grande-Bretagne pour une Europe de la défense,
ce qui voudrait dire que le Brexit est non seulement une condition favorable, mais aussi un élément qui peut compliquer la mise en œuvre d'une Europe de la défense. En fait, à votre première question, est-ce que là maintenant c'est l'heure de l'Europe? Je suis tentée de répondre par un triple non, mais les trois non. Non, parce que je crois, vous avez déjà beaucoup entendu parler des conditions extérieures qui devront nous mener à réagir en matière de politique de sécurité et de défense. Sauf qu'on a raté en fait dans le passé tellement de chances que je suis pas trop optimiste que cette fois-ci on va vraiment agir à la hauteur des menaces. Deuxième non, l'UE, l'Union européenne, les États membres pour être plus précis, sont aujourd'hui aussi divisés qu'ils étaient il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. La plus grande division qui se joue aujourd'hui, c'est la division entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, du Sud-Ouest, si je peux dire. Troisième non, entre la France et l'Allemagne, vous l'avez déjà évoqué là aussi. On est d'accord sur le plan rhétorique, mais pas du tout sur le plan d'action. J'ai dit 3 non et un mais. Mais je crois la différence d'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début d'une Europe de la défense, c'est quand même qu'il y a une espérance des citoyens en fait, qui veulent que l'Europe, pour une fois, vraiment commence à les protéger. On a eu tellement des attaques terroristes dans les pays européens que je crois que ça, c'est le vrai moment où un changement pourra se passer. Alors, le Brexit. En Allemagne, je crois qu'on a tendance à ignorer le Brexit, du moins sur le plan de la politique de sécurité et de défense. En fait, comme si le Brexit n'aura pas de conséquences sur la politique européenne de sécurité et de défense. On a toujours, je crois, vu avec envie, mais aussi avec une certaine dose de peur, la coopération franco-britannique en politique de sécurité et de défense. Donc là, un voie pourra s'ouvrir pour le franco-allemand. En même temps, l'Allemagne a peur, encore une fois, et ça c'est rien de nouveau non plus, que la France demande, si vous voulez, une même approche de politique de sécurité et de défense que celle du Royaume-Uni. Donc, si vous voulez jouer le jeu d'égalité franco-allemand et franco-britannique, les Allemands, allez-y, devenez comme les Britanniques. Sinon, ça va être assez compliqué et ça retombe sur mon troisième non, le franco-allemand. Pour l'instant, c'est pas trop dans l'action. Merci. Je continue peut-être sur l'Allemagne avec Detlef Pool. Après l'élection de Donald Trump, la chancelière Angela Merkel a à plusieurs reprises dit, alors je cite de mémoire, c'est pas une citation exacte, mais en substance, maintenant, plus que jamais, les Européens doivent prendre en main leurs propres affaires. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a en Allemagne une évolution par rapport à tous ces problèmes de défense, de coopération européenne en matière de défense et une prise de conscience que finalement, eh bien, le discours qu'ont tenu les Français, c'était souvent des discours, mais enfin, les discours, ça compte aussi. Les discours qu'ont tenus depuis longtemps les Français sur la nécessaire autonomie stratégique de l'Europe, est-ce que c'est quelque chose qui commence à, comme on dit maintenant, à infuser chez les dirigeants allemands et peut-être en ce qui concerne le prochain gouvernement, évidemment? Que fera le prochain gouvernement? J'en sais rien. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis presque aussi sceptique que Rania sur les idées d'une Europe de défense et sur le fait ou sur la question si les Allemands vont soutenir une telle approche.
oui, on dit il faut que les Européens prennent leur sécurité en main, mais on ne dit jamais exactement comment on peut faire ça et dans quel cadre on fait ça. J'aimerais bien rappeler le fait que les échecs dont on avait parlé aussi ici au début, on n'a jamais vraiment analysé pourquoi les initiatives qui ont été prises avant ont échoué. Et de ce fait, je crois qu'on n'est toujours pas conscient de cela, c'est-à-dire on a mis beaucoup de temps pour, par exemple, pour établir la PESCO, comme Christian Dawson a dit. Pendant des années, on a refusé de s'y mettre, de faire des pas concrets pour y arriver. Maintenant, on essaie de le faire avec un programme qui est quand même un programme plutôt défensif. Ce qui manque toujours, c'est une volonté politique d'ensemble de ce qu'on veut faire en matière de défense, c'est-à-dire les approches comme elles ont été définies par le président Macron et par la revue stratégique qui vient d'être publiée, et l'approche de défense comme elle a été publiée par le livre blanc allemand en 2016, ce sont des approches complètement différentes et même contradictoires. Donc, oui, il y a une volonté politique généralisée qui dit qu'on veut faire des choses ensemble, il faut qu'on se mette ensemble pour y arriver, mais on n'est pas engagé, je pense, du côté allemand, ou tout au moins, dans un effort de définir qu'est-ce que ça peut être. Le président Macron parle de la souveraineté européenne qu'il faut établir à travers, entre autres, des forces d'intervention européennes. Et vous offrez ça aux Allemands et ils diront d'abord non, c'est pas ce qu'on veut, avant même de discuter de qu'est-ce que ça pourrait être, quel pourrait être l'intérêt européen d'établir une telle coopération. Dans quel cadre légal, dans quel cadre institutionnel on fait ça. Donc toutes ces questions-là restent ouvertes, et donc c'est pour ça que je suis de l'avis que tant qu'on n'aborde pas ces questions d'une approche, d'une politique commune, des idées, d'une doctrine, on en parlera certainement, on n'arrivera pas à mettre quelque chose sur pied. On vient de construire des tas d'instruments de politique, mais on n'a pas réussi à définir des règles selon lesquelles ces instruments peuvent être utilisés. Dans ce tableau qui est à dominante plutôt pessimiste, me semble-t-il, est-ce que l'optimisme va venir des Pays-Bas, Monsieur Van Giersel? Peut-être c'est aussi une question de caractère personnel. Alors, je suis optimiste personnellement. Oui, j'avais l'impression là-bas, mais ici, j'ai mes doutes. Bon. Alors, Frans Timmermans, commissaire de la Commission, a dit une fois, il y a deux sortes de pays dans l'Union européenne. Il y a les petits pays et il y a des petits pays qui ne savent encore qu'ils sont petits. Et ça, c'est une vérité qui est très répandue dans l'opinion publique néerlandaise. C'est facile parce qu'on est petit. Mais on se rend compte aussi du fait que, vu les attaques de part et autre, des ressources financières colossaux aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Russie, on peut continuer comme ça, que si les Européens le veulent ou non, il n'y a pas d'autre choix que avancer. Bon. Je représente ici un pays, je représente aussi
une institution qui est très proche des affaires bruxelloises. Bon. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec toutes les tentatives qui ont été échouées. Les raisons sont aussi fort claires. Pas de volonté politique, des différences de concepts stratégiques, ça c'est peut-être encore plus important, entre l'Allemagne et la France. Peut-être aussi d'autres pays plus grands comme l'Espagne, l'Italie, qui jouent quand même un rôle dans ce débat. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ça, c'est une chose. Il y a aussi un changement de discours qui n'est pas uniquement un changement de discours, mais aussi qui se traduit aussi en action. Auparavant, c'était l'intergouvernemental tous azimuts. Et comme toujours avec l'intergouvernemental, ça n'aboutit à la fin à rien. Parce qu'il y a toujours des amis qui ne veulent pas. Depuis 1 an et demi, le Conseil de la défense européen n'est plus hors de la communauté. Ce n'est plus uniquement intergouvernemental. C'est un conseil accepté dans le cadre de la méthode communautaire. Deuxièmement, on a mandaté la Commission de prendre des initiatives. On a instauré une enveloppe financière assez considérable. On a enthousiasmé les industries et je constate que dans le cadre de soi-disant PESCO, il y a une mentalité changée aussi dans les industries françaises et allemandes. Il est indéniable que ces industries qui ont dit pendant des années et des années qu'à la fin on mourra ou on se rendra dans d'autres directions pour gagner la vie, pour survivre, que les industries voient une possibilité d'engager un chemin commun. Et cela est une évolution qui se traduit par des initiatives d'en bas en haut au lieu du renvers. Dans l'intergouvernemental, tout est du bas en haut. Dans le système communautaire, il y a des initiatives d'en bas qui sont financées, qui ont une certaine perspective autre que politique. On a clairement dit on ne veut pas une armée européenne. Mais on a aussi clairement dit mais on veut une coopération technologique, industrielle, parce que les États n'ont plus de fonds financiers eux-mêmes, ils ne peuvent plus se permettre de... les fonds sont vides, hein, et il faut coopérer. Il y a aussi un débat qui, vers l'Allemagne par exemple, dont on a toujours dit, eh bien, l'Allemagne veut une Europe de paix, etc., c'est à cause de l'Holocauste et de Hitler, etc., etc. Mais enfin,
chers amis, c'est il y a 70 ans. Hein, donc, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Alors, on demande à l'Allemagne de changer son avis. Et ce ne sont pas uniquement les Français, ce sont les Néerlandais, les Belges, les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui disent la même chose. C'est-à-dire, c'est plutôt l'Allemagne contre le reste à cet égard. Alors, le théâtre change. Et à mon avis, enfin, je ne suis pas pessimiste ou optimiste, mais les conditions pour faire quelque chose de positif sont améliorées, à mon avis. Alors, et il faut en parler à quel degré et dans quelle direction. Bien sûr. Vous avez évoqué un terme qui n'avait pas été mentionné jusqu'à maintenant, c'est l'intergouvernemental, c'est-à-dire la question en fait du fonctionnement institutionnel de cette éventuelle Europe de la défense. Alors, je serais assez d'accord avec vous sur le fait que si c'est l'intergouvernemental pur et simple, ça ne marchera pas. Je suis moins convaincu que nous sommes dans une phase où l'Europe de la défense ou la politique européenne de défense se fait dans un cadre communautaire. On est un peu entre les deux et je crois que les États vont garder leur droit, absolument, leur droit de veto. En revanche, il y a un mot qui n'a pas été prononcé par personne ici et c'est assez remarquable dans une discussion sur les problèmes de défense, c'est le terme OTAN. Comme si c'était une question qui finalement n'avait plus la pertinence ou l'importance qu'elle avait auparavant et qui a bloqué aussi, qui a été une des causes de blocage de beaucoup des initiatives qui ont eu lieu dans le passé. Alors je ne sais pas... Un alibi, hein. Et oui, pour certains, alibi pour ne rien faire. Absolument, vous avez absolument raison. Donc voilà, je souligne simplement ce point. Oui, monsieur Dumoulin. Non, mais ça dépend du titre de la communication de ce soir. Moi, je ne me souviens plus quel est le titre, en fait, de cette soirée. On a intitulé cette soirée « Vers une Europe de la défense ». Quand on entend ce titre, on parle de la PSDC. Si on avait parlé de défense de l'Europe, je pense que moi, j'aurais pensé aussi autant. Donc voilà, c'est un peu... Vous avez tout à fait raison d'insister sur la différence entre l'Europe de la défense et la défense de l'Europe. Mais nous y reviendrons peut-être un peu plus tard dans la discussion. Detlef, oui. J'aimerais peut-être ajouter que, à mon avis, on a à voir avec deux phénomènes pas séparés, mais très fondamentaux et importants, c'est-à-dire et l'Union européenne et l'OTAN, les deux organisations se trouvent actuellement dans des phases de ne pas savoir où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire il y a un doute, à mon avis, généralisé dans les deux organisations sur leur avenir. C'est pour ça que j'ai préféré me concentrer sur la question qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour établir une défense européenne ou s'approcher de cette souveraineté européenne. Est-ce que c'est quelque chose que nous voulons ou pas? Je me souviens aussi des réticences dans des débats en Allemagne, même d'essayer d'avoir une autonomie stratégique. Il y a des gens qui disent surtout pas, parce qu'on n'arrivera pas en tant qu'Européens ni Allemands. Moi, je serais plutôt d'accord pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est la stratégie, une autonomie stratégique. Est-ce que c'est quelque chose que nous devons vouloir, vu les menaces ou les défis que monsieur avait mentionnés? De l'autre côté, l'OTAN aussi est dans l'impasse. Vous avez une puissance, le leader de l'OTAN, les États-Unis, ne fonctionne plus, comme ne sont plus acceptés comme leader de l'Alliance. Vous avez des membres comme la Turquie et comme d'autres régimes plus ou moins autoritaires qui font partie de l'OTAN, qui nous font nous poser la question,
est-ce que l'OTAN est toujours une organisation occidentale? Qu'est-ce que c'est l'Occident? Donc, à mon avis, ce sont deux débats qui doivent avoir lieu en même temps, qui sont liés, mais qui sont quand même des débats liés aux organisations propres. Il faut débattre dans les deux organisations aussi. On peut venir maintenant à la question, nombre de questions, de problèmes qui, encore une fois, d'ailleurs, ont été des handicaps dans les initiatives précédentes. Bon, je cite 3 types de problèmes, on peut sans doute en ajouter d'autres, qui ont déjà été évoqués d'ailleurs dans le premier tour de table, c'est-à-dire la doctrine et la culture stratégique commune, comment créer une culture stratégique commune. Deuxièmement, la coopération en matière d'industrie d'armement, en matière d'équipement. Peut-être, sans doute, des progrès ont-ils été faits récemment, mais il reste quand même de grands points d'interrogation. Je pense qu'on peut y revenir. Et troisième type de problème, c'est quelles opérations on veut faire ensemble. Dans son discours à la Sorbonne, Emmanuel Macron a évoqué ces divers problèmes. Et par exemple, en ce qui concerne les opérations, il a dit qu'il espérait ou il travaillerait pour que dans la prochaine décennie, c'est-à-dire à partir de 2020, si je comprends bien, c'est-à-dire demain, après-demain, il existe des forces d'intervention européennes communes, un budget de défense commun. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Et c'est très bien, enfin c'est très bien. On peut imaginer avoir effectivement des forces d'intervention communes. Monsieur Dumoulin, je crois que c'est vous, Monsieur Dumoulin, qui avez parlé de 1999. Déjà à l'époque, cette question a été évoquée. Encore faut-il... Il y a une différence. Je peux vous couper, vous m'avez dit que je je pouvais. vous en prie. Moi, l'initiative européenne d'intervention, en fait, c'est européenne entre guillemets, parce que la posture du président de la République, c'est quoi? C'est on va faire ça en dehors des instances de l'Union. On va en quelque sorte répliquer au fait que la CSP, la coopération structurée permanente, est tellement inclusive que tout le monde en est, sauf les Maltais, les Anglais et les Danois, ce que ne souhaitaient pas les Français. Donc créer une force de réaction rapide où il n'y aura pas trop de contraintes de veto. On va pouvoir travailler avec ceux qui comptent, et en tout cas ceux avec qui la France a l'habitude de travailler. Et donc, c'est en quelque sorte faire revenir par la fenêtre, peut-être, ceux qui ne sont pas dans la CSP, parce qu'il semblerait que, selon certaines analyses, ceux qui pourraient travailler avec les Français pour cette force de réaction rapide, ça pourrait être les Danois, ça pourrait être les Britanniques, ça pourrait être aussi éventuellement les Espagnols, et ça pourrait être, selon mes informations, peut-être même les Belges. Donc on est dans quelque chose d'assez surréaliste, où d'un côté on a une vision européenne de la France, mais qui en même temps c'est son grand défaut, mais en même temps c'est sa qualité. Heureusement qu'on a encore la France en Europe, c'est par moment de fonctionner toujours avec l'idée qu'il sera le leader avec ceux qui comptent et ceux qui veulent en être pour intervenir très vite. Ça c'est les enseignements de ce qui s'est passé au Mali, hein. C'est tout à fait clair. Donc l'initiative de Macron, reste à voir jusqu'où elle va s'ouvrir. Et je comprends que les Français ne veuillent pas nécessairement ouvrir tous les systèmes. Et dernière chose, j'en terminerai, je crois que ce qui pose le problème de l'intergouvernemental, ça reste la prise de risque. Tant qu'il y a une prise de risque et les hommes politiques dépendent de leurs électeurs nationaux, il n'y aura pas de souveraineté partagée complète. Il y aura toujours des coopérations à la carte. Mais dès qu'il y a mort d'homme, c'est les politiques qui sont responsables. Et ça bloque évidemment toute ouverture à une Europe vraiment complètement intégrée. Je vous remercie d'avoir insisté sur tous ces points et vous êtes allé beaucoup plus vite que ce que je le souhaitais, mais je ne dirai plus rien. C'est un point de la discussion qui est extrêmement important. Ma question était d'une certaine façon plus modeste ou plus terre à terre, c'était se poser la question de savoir que si on faisait des forces d'intervention communes, quelle que soit leur composition, encore fallait-il savoir pour intervenir où et quand et comment.
Or ça, je ne pense pas qu'il y ait non plus d'accord là-dessus, ni parmi les 27, plus les Britanniques, ni parmi les pays qui pourraient participer à cette coopération structurée renforcée. Peut-être Roniane. Je veux bien réagir là-dessus, ou je peux bien. Pour les forces européennes d'intervention, on les a depuis 2004, les battle groups. Ils n'ont jamais, et ça renforce juste votre point, ils n'ont jamais été déployés en termes militaires. Parce que justement, les États membres ne pouvaient jamais se mettre d'accord où les employer, quand les employer et contre qui les employer. Aussi, comme tu suggères correctement, c'était toujours une question d'argent. Parce qu'il y a certains États membres qui étaient prêts d'y aller, de déployer des forces armées, mais ils voulaient que les autres États membres quand même payent un peu contribuent quand même un peu au coût. Parce que le déploiement militaire au sein de l'Union européenne se fait selon le principe anglais « costs lie where they fall ». Donc chacun qui envoie des forces armées sous drapeau européen recevra la facture à la fin de cette opération. Ce ne sont pas des coûts partagés, pas du tout. Donc ça a incité un certain nombre d'États membres de faire du free riding, donc de faire les autres États membres payer pour leur propre sécurité, si vous voulez. Et ça, c'est un autre aspect qu'il faut quand même prendre en compte quand on réfléchit sur les forces européennes d'intervention. Donc on a déjà eu l'exemple, ça allait au début très bien parce que les battle groups ont été utilisés à un entraînement commun des forces armées des États membres. Parce que quand on a commencé avec la politique européenne de sécurité et de défense, il faut aussi savoir que les forces armées n'étaient pas ce qu'on appelle en termes militaires là aussi interopérables. Donc ils ne pouvaient pas être déployés dans le même théâtre. Ils ne s'entendaient pas non seulement côté langue, mais l'intelligence, ça ne fonctionnait pas du tout. Un aviateur français ne peut pas voler un avion de chasse ou de combat allemand parce qu'il n'y a pas eu d'entraînement quand on a commencé. Tout ça, on est en train de le corriger, on fait des progrès là-dessus, mais on n'est pas encore vraiment au bout du compte, si vous voulez. Mais ça joue aussi, il faut vraiment se rendre compte que c'est assez difficile encore d'arriver ou d'aller vers une Europe de la défense, vers des forces vraiment intégrées en politique de sécurité et de défense. Et donc, comme vous disiez, il y a les problématiques d'une stratégie, d'une vision commune des menaces. L'Allemagne en est un peu, si vous voulez, la Mittellage, ça joue aussi en politique de sécurité et de défense, parce que nous, en Allemagne, je crois qu'on essaie quand même de prendre aussi sérieux les problèmes de sécurité qui se posent à l'est de l'Europe, Russie, pour ne citer qu'un exemple, qu'au sud, Mali, le Sahel, mais aussi le sud, côté Méditerranée, la crise des réfugiés. On est en train d'être actif dans tous ces théâtres-là. Est-ce que ça, c'est une stratégie allemande? Là, j'ai quand même des doutes. C'est plutôt, on veut que l'Europe reste intégrée, si vous voulez, qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas un noyau dur, qu'on ne privilège pas les menaces du Sud sur les menaces qui se posent à l'est du continent. Mais est-ce que ça va nous mener quelque part? Là, je suis, encore une fois, par mentalité, peut-être, sceptique. Vous voulez réagir? Je vous en
tout petit peu. Hein. Bon, j'aime beaucoup l'expression du président de la République, pas qu'il dit « je veux une Europe souveraine », mais il dit « je veux une France souveraine dans une Europe souveraine ». Ce qui dit la France ne peut pas être souveraine si l'Europe n'est pas souveraine. Et ça, c'est une vérité profonde qui n'a jamais été mise dans la lumière de cette façon. Deuxième point avec cette expression, il ne dit pas il faut réorganiser en quelques années, ici et là, etc., des projets, ça va rapidement changer le cours des événements. Non, mais il met un point à l'horizon. Et sans mettre un point à l'horizon, on n'arrive jamais à mettre en avant le premier pas. Le premier pas dépend de la perspective lointaine. Troisième point, avec ça c'est beaucoup plus concret, la coopération renforcée. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Conseil? On a dit, eh bien, un certain nombre de pays veulent progresser. On ne peut pas se faire dépendant de ceux qui ne veulent pas. Alors, il faut le faire avec un nombre plus restreint. Le grand exemple est l'UEM. En 1992, on a dit tout le monde souscrit l'importance de l'euro, mais il y a des pays qui ont des opt-out, comme les Britanniques et les Danois, qui ne le veulent pas ni maintenant ni dans l'avenir, mais ils acceptent que les autres progressent. Bon. L'idée de cette déclaration du Conseil, c'était le sommet d'ailleurs, hein, c'était pas un ministre quelque part, mais c'était les chefs de gouvernement qui étaient ensemble et qui ont repris le même instrument. Et il faut se rendre compte que cette affaire n'est pas à elle seule, ça joue dans le domaine de l'énergie, ça joue dans le domaine de l'euro et enfin de faire complet l'architecture de l'UEM, ça joue dans tous les domaines stratégiques. Et l'idée derrière est qu'il faut sacrifier des choses nationales pour arriver à un résultat plus complet dont bénéficieront les pays partageants. Or, ça n'a pas marché, mais si ça ne va pas marcher, on est condamné à quoi, madame? On est condamné à être en retard tout le temps dans tous les domaines stratégiques, y inclut l'économie, les jobs. C'est justement ça qui est la raison pourquoi une société civile comme le Comité économique et social européen est tellement en faveur des petits pas. Évidemment, tout le monde sait que ce sont des petits pas, mais avec le point à l'horizon, on dit l'Union européenne doit être légitime, elle doit être crédible, elle doit donner l'idée aux citoyens
qu'elle sert à leur bien-être. Et la politique étrangère et la politique de défense ne peut jamais être exclue de ça. En plus, il y a des arguments très terre à terre. Il n'y a pas d'argent. Si on parle avec le ministre français sur le budget de défense, il dit, j'ai lu 4 semaines après que M. Drian a été nommé ministre français, il a fait un discours dans lequel il a expliqué comment il était ahuri quand il a vu les vrais chiffres. Et avant tout, ça vaut pour l'Allemagne. Et l'Allemagne doit se réaliser une chose. On ne peut pas être champion de la paix dans un monde quand on est tellement fort que l'Allemagne. C'est-à-dire, ça a un prix. Et nous demandons à l'Allemagne de prendre une personnalité politique qui est à la hauteur de son poids économique. C'est ça. Et c'est un petit pays qui dit ça. Donc, je voulais quand même réagir à ce qui a été dit. La coopération structurée permanente, on l'a entendu pendant longtemps. D'ailleurs, on s'étonne même lorsqu'on l'a définie, on a dit à la majorité qualifiée. Alors, ce jour-là, on s'est posé la question, nous observateurs, s'ils étaient sous, en fait. Parce que dans ces domaines-là, c'est toujours à l'unanimité. Donc c'était génial, mais en même temps, on ne l'a pas engagé. Ça a traîné, les Britanniques ont saboté aussi, il y avait des divergences. Alors aujourd'hui, elle est signée. Décembre 2017, c'est signé. Mais et c'est là que je mets quand même en avant, soyons vraiment très concrets. Quels sont les domaines où il y a de la coopération à la carte, selon les États, facilité, donc soutien médical, logistique, autonomie énergique en opération, par exemple, formation, centre d'excellence, certification, maritime, drone sous-marin anti-mine, surveillance portuaire, cyber, plateforme de partage d'informations, terrestre, secours d'urgence, plateforme d'artillerie mobile. Bon, c'est très gentil. Ça veut dire en tout cas que il y aura de la coopération. Il y a de la coopération entre Européens lorsque ce n'est pas trop stratégique, lorsque c'est, non pas gentillet, mais lorsque les applications sont pas trop risquées. Mais dès qu'on monte dans la prise de risque, dans le premier entrée, dans tout ce qui est vraiment dans l'opérationnalité, là, on voit que soit les États qui comptent renaclent, soit les coopérations sont vraiment à la carte hors de l'UE. Merci. Merci de cette précision, de cette intervention. Je crois que ça nous amène à une question que j'aimerais bien que l'on discute ici. On parle de la nécessité d'une doctrine commune, d'une culture stratégique commune. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit instant sur comment peut-on créer cette culture stratégique commune ou contribuer à la création? Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quels sont les mécanismes, j'ose pas dire les institutions, mais les mécanismes, comment doivent s'organiser le dialogue entre les différents États membres, en tout cas ceux qui peuvent être intéressés, pour arriver à créer un minimum, une base minimum de communes en ce qui concerne la doctrine stratégique. Alors peut-être, Detlef, tu commences. Oui, j'aimerais bien parce que j'aimerais dire d'abord, il faut déjà arrêter de semer la confusion. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, des décennies. En utilisant des termes Europe, armée européenne, des tas de choses où personne ne sait exactement ce que ça veut dire, qui est en contrôle, qui a quelles compétences pour faire quoi. Ces questions institutionnelles jouent un rôle important, très important. Je viens de dire, on vient de créer des tas d'instruments sans savoir comment, par qui les utiliser. Tout ça, ce sont des questions qui doivent faire objet d'un débat approfondi. Maintenant, je viens aux institutions, aux bureaucraties, aux ministères. J'avais l'honneur de servir bien au ministère français et au ministère allemand de la Défense. Et je m'aperçois que
le débat nécessaire, ou qui aurait été nécessaire pour confronter des choses, confronter des contradictions qu'on a, des approches contradictoires qu'on a et qui continuent à exister, au lieu de les adresser au sein des institutions qui sont responsables pour préparer les papiers politiques, qui servent de base pour un débat public qui est nécessaire pour qu'il y ait pour qu'une volonté politique se crée. Elle ne se crée pas. Tout ça ne tombe pas du ciel. Il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent ces questions-là. Tout ça doit être fait, à mon avis, au sein des institutions que nous avons. Les gens qui sont membres de ces institutions doivent avoir le mandat d'en débattre, le mandat d'établir un certain nombre de décisions, de propositions, qui doivent être légitimées de le faire et qui doivent faire ça finalement en public. C'est-à-dire ils doivent présenter ce qu'ils ont comme idée au public d'experts, au grand public, comme vous voulez. Mais il faut qu'une dynamique soit créée dans laquelle ceux qui ont des responsabilités en la matière participent, se sentent motivés, se sentent encouragés pour faire quelque chose. Parce que s'il n'y a pas cette pression de l'extérieur ou cette pression politique, personne ne fait rien. Parce que ça, c'est la plus facile des choses dans la politique, de continuer comme on a l'habitude d'agir. Donc, il faut essayer de créer cette dynamique. Il faut que ceux qui ont la responsabilité le fassent expressément et encouragent les gens qui font partie de ces appareils. Et voilà, il faut que ça soit lancé, il faut que ça soit soutenu. Dans ses propositions, dans le discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron a proposé une espèce de, de participation croisée entre les militaires de différents pays européens qui iraient dans les institutions des pays membres respectifs, qui est une espèce d'échange ou de mixage, de melting pot. Toi, tu as l'expérience de ce genre d'échange. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moyen peut-être de surmonter la méfiance qu'il peut y avoir dans les forces armées, y compris vis-à-vis de pays qui sont considérés comme des alliés? Les échanges sont bonnes, mais il faut que ceux qui sont échangés soient écoutés aussi, qu'ils soient sollicités. Parce qu'on a on a des centaines d'officiers, de fonctionnaires qui ont participé à des échanges entre pays. Et en rentrant chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne s'intéresse. Il y a même des gens qui en veulent à ceux qui ont fait cette expérience pour des raisons petites, quoi, de carrière, etc. Donc, non, il faut qu'il y ait une dynamique qui sollicite les gens qui ont des expériences comme ça. Et il faut qu'on s'écoute. On croit tout savoir, mais on ne sait rien. Même si on se parle avec les mêmes mots, on n'entend pas forcément les mêmes choses avec les mêmes mots. Donc, il faut s'écouter, il faut se mettre en question, il faut mettre en question les autres, il faut se faire mettre en question par les autres. Donc, mais tout ça, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, c'est quelque chose qui doit se faire, mais qui doit être encouragé aussi. Encore une fois, quand on parle des bureaucraties, les fonctionnaires fonctionnent, c'est-à-dire ils fonctionnent selon les règles qui sont données par en haut. Donc il faut les encouragements par en haut pour que les fonctionnaires et les chercheurs, il faut que les chercheurs soient écoutés aussi. Vous faites des tas d'études et au ministère,
on sait tout ça, hein, on n'est pas intéressé. Donc, c'était toute une question de, je sais pas, d'humeur aussi, de volonté d'écouter, de volonté d'avancer. Mais monsieur, vous parlez des militaires, mais le problème n'est pas avec les militaires. Les militaires qui se trouvent dans les campements, qui travaillent ensemble, ça va très bien. Et c'est derrière les militaires, c'est le discours politique qui est fondamental. C'est-à-dire, je suis, très en faveur de votre proposition de dire, eh bien, il faut que les gens responsables font des discours publics, échangent leurs avis et leur opinion et leurs perspectives. Oui. Mais ce sont des gens qui sont responsables pour la politique, qui doivent le faire. C'est-à-dire, c'est une classe de gens qui ne sont pas politiques dans le sens d'être ministres, mais qui font la politique. C'est ça la catégorie la plus importante. Je vous donne un exemple de coopération. Nous sommes un petit pays, c'est pourquoi on dit qu'il faut coopérer. C'est simple. Alors, on a des coopérations très positives avec les Allemands dans le domaine des tanks blindés. Dans le domaine de la logistique. On a depuis des décennies, mais c'est encore approfondi, une coopération intégrée avec la Belgique dans la marine. On est en train d'approfondir la coopération dans la formation, dans un tas de choses avec la Norvège, c'est-à-dire, et que tout le monde est enthousiaste que ça se fait. C'est mieux marché, c'est du point de vue culture militaire enrichissant, ça a une perspective de coopération internationale qui est nécessaire. Donc, c'est une bonne méthode. Et le ministre a écrit une lettre à la Chambre des députés en disant que cette méthode sera approfondie et élargie. Bon, alors, on est en marche. En marche. Oui. La question que posent toutes ces coopérations dont vous parlez, qui existent aussi entre la France et l'Allemagne, avec le corps dit européen de Strasbourg ou la brigade même auparavant. La question est de savoir si toutes ces coopérations bilatérales peuvent déboucher sur une coopération plus large, multilatérale, si les exemples qui fonctionnent entre deux pays peuvent être étendus à plusieurs. Mais je voudrais revenir sur la question des think tanks. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a une recherche très intéressante, très importante qui est faite dans la plupart des think tanks, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs, et que les rapports ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur, ou en tout cas n'ont pas les conséquences pratiques que l'on pourrait espérer. Mais est-ce que, justement, dans cette tentative de définir une doctrine commune, de créer une culture stratégique commune, est-ce qu'il y a une coopération suffisante, vous pensez, entre les think tanks en Europe, dans les pays européens? Est-ce que cette coopération permet d'avancer vers cette culture stratégique commune? Écoutez, je crois que entre les think tanks, ça marche assez bien. On est vraiment en quasi-échange permanent entre France et Allemagne.
Moi, je voyage beaucoup aussi en Pologne. On en discute dans le format de Triangle de Weimar, mais on a aussi des coopérations assez étroites avec l'Italie, la Suède. Donc, je crois que ça va assez bien et ça nous aide à comprendre, je crois, un peu mieux les particularités, si vous voulez, des pays respectifs et ce qu'on essaie, c'est quand même de par là avancer quelques idées, comment mieux s'intégrer. Parce que je crois que tous les exemples de coopération bilatérale ou unilatérale qui ont été cités ont un défaut. Il départ par une similarité si vous voulez, de deux stratégies nationales. Mais ça fait rien d'européen. Si la France et la Grande-Bretagne coopèrent, c'est bien. Mais ils n'ont jamais réussi à attirer un pays tiers. Ni l'Allemagne, ni la Belgique, ni les Pays-Bas, ni aucun autre pays. Parce que c'est strictement le réflexe national qui incite Paris et Londres, ou Paris et Berlin, pour citer un autre exemple, de coopérer. Ce qui manque, c'est l'atout européen. Aussi, je crois, parce que vous avez demandé, ou vous avez posé la question, comment est-ce qu'on arrive à une culture stratégique ? Il faut bien évidemment les deux. Il faut une intégration capacitaire. Si on achète des outils militaires ensemble, si on entraîne des soldats, si on les emploie ensemble, ça va nous forcément mener vers une vision commune, stratégiquement parlant. Parce que si vous n'êtes plus apte à agir seul, avec vos forces nationales, si vous dépendez d'un pays tiers pour vous aider, pour vous mettre en capacité d'agir, ça vous force forcément d'avoir un regard similaire sur les menaces et les challenges en politique de sécurité et de défense. Ce qu'on fait là maintenant, et c'est pour ça qu'on est un peu court peut-être, on oublie que l'intégration, qui soit un truc très... ça prendra du temps. Donc, il ne faut pas non plus oublier de se mettre d'accord et commencer à se mettre d'accord, se parler politiquement, là déjà. Il faut avoir les deux en même temps. Un processus d'intégration qui va, à un moment donné, nous mener vers un état où on ne peut plus agir seul, et en même temps, qu'on commence ce processus, et on est en train de le commencer, il faut quand même se mettre d'accord politiquement. Parce que si on oublie de se mettre politiquement, on arrive avec des outils militaires, des forces, des capacités militaires qu'on ne peut pas employer sous le même format, le même toit. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un million de drones? Je ne sais pas. Mais on pourra aisément y arriver en Europe, au sein de l'Union européenne, entre les États membres, parce que pour tous les armées des 28 États membres, les drones, c'est le truc à avoir pour l'instant, et on ne se coordonne pas du tout, enfin, pratiquement pas du tout. Donc on pourrait avoir, là j'exagère bien évidemment, avec 1000 drones. Est-ce que c'est ça dont on a besoin par rapport au nombre de chars qu'on ne peut pas utiliser en ce moment? C'est ça, donc on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Et si vous me permettez, un dernier mot sur l'Allemagne doit jouer à la hauteur. Personnellement, je crois que l'Allemagne a, politiquement parlant, joué à la hauteur des choses en s'investissant massivement
dans la politique de coopération structurée permanente. Dans la politique structurée permanente, la coopération permanente structurée, c'est ça. Parce qu'au moment où les Britanniques avaient voté pour le Brexit et au moment où le président américain Trump avait dit aux Européens, fait entendre aux Européens que la garantie de sécurité américaine n'est plus sûre, n'est plus la même qu'avant, peut-être, l'Allemagne, la classe politique allemande, et j'étais très près à ce moment-là, s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Vraiment, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire avancer l'Europe ensemble, de ne pas aller vers une rupture, ne pas aller vers une Europe à la carte, un noyau dur, quoi que ce soit, une intégration différenciée. Il y a tous les concepts, vous les connaissez certainement, mais vraiment de garder intact le plus possible l'intégralité des pays membres de l'Union européenne. Ça allait au détriment du niveau d'ambition. Là, je suis tout à fait avec vous. Mais je crois, politiquement parlant, c'était vraiment jouer à la hauteur des choses. Parce que si France et Allemagne se seraient massivement investis à la politique de coopération structurée, je crois Polonais, Tchèques, pour ne citer, ne seront plus là, ne seront plus à bord. Et on aurait eu, à la veille du Brexit, une deuxième sorte de rupture politique au sein de l'Union européenne. Et je crois que, encore une fois, l'Allemagne a bien joué à la hauteur des choses en évitant ce scénario-là. Oui, d'abord, une petite boutade concernant les chars néerlandais. En fait, c'est une coopération par défaut parce que vous avez des gros problèmes de budget comme chez nous. Et donc, en fait, c'est une espèce de transfert vers la Bundeswehr. C'est vrai. Alors, en dehors de cela, on parlait des think tanks. En fait, les think tanks sont aussi différents qu'ils sont nombreux. Il y a des think tanks qui sont en bonne relation, d'autres évidemment qui jouent sur des budgets serrés, sur des études qui sont similaires, donc quasiment beaucoup de think tanks étudient les mêmes choses. Et troisièmement, vous avez des think tanks qui sont tellement proches du pouvoir en place qu'il faut des études qui conviennent au ministère en place. Hein. On n'a jamais vu Egmont Institute à Bruxelles qui soit vraiment complètement contraire au ministère des Affaires étrangères de M. Renders. Bon, ça c'est sur le côté. Alors, concernant la question de la coopération, je crois que la coopération militaire restera à la carte pour des raisons d'efficacité. Prenons l'Eurocorps, j'y ai passé quelques jours fin de l'année passée. Il y a un débat sur l'Eurocorps. L'Eurocorps qui tout de même, avec son quartier général, est en opération. C'est réellement un corps multinational qui a l'habitude de travailler ensemble, en tout cas au niveau de l'état-major. Et ils font du bon travail. Même les Polonais qui sont obligés de partir en grande partie regrettent évidemment la décision des politiques. Ceci étant, qu'est-ce qu'on dit de l'Eurocorps et que dit le président français ? Et même les Allemands veulent que l'Eurocorps, à la limite, soit un outil plus volontariste, en tout cas plus visible. Et pourquoi pas imaginer que l'Eurocorps soit ce fameux quartier général, etc., qu'on attend tous. Ça, c'est une question intéressante, d'autant que certains souhaiteraient que l'Eurocorps grossisse le nombre d'États qui en font partie. Pour l'instant, c'est la bande carolingienne, comme vous le savez, qui est appliquée dans ce corps. Alors, dernière chose, doctrine opérationnelle et stratégie, culture stratégique. Bon, la doctrine opérationnelle, je n'en parle pas parce que ça, c'est les entraînements, c'est les habitus, c'est les engagements, c'est les normes. Alors, la stratégie européenne de sécurité, bon sang de bonsoir, elle a été adoptée en juin 2016. Donc, normalement, en théorie, tous ceux qui l'ont signée sont d'accord pour définir de la même manière les risques et menaces. Hein, on est d'accord. Or, on est en train de nous dire chaque fois, oui, mais quand on est au nord, quand on est au sud, à l'est, à l'ouest, quand on est petit ou grand, on a quand même encore des différences en termes de définition des risques et menaces. Donc c'est très schizophrénique cette histoire.
Alors moi, je pense que la culture stratégique, ça fait des années qu'on en parle. Il y a des bouquins là-dessus, des thèses de doctorat. Soit c'est par le bas, ça c'est le Collège européen de sécurité et de défense, l'Erasmus militaire. À la limite, c'est les échanges d'officiers. Hein. Soit c'est par le haut. Alors le haut, c'est quoi? Ben, c'est la clause de solidarité. C'est la clause de défense. Et qu'on a vu après les attentats à Paris. C'est le fait que certains États, bon, plus ou moins bien, avec plus ou moins de rapidité, un peu à la carte, ou par défaut, sont quand même venus en soutien. Et je pense que la culture stratégique, malheureusement pour moi, je pense qu'elle se construit aussi dans les grandes crises, dans les surprises stratégiques, sans que je souhaite évidemment que ça puisse aboutir à partir de ce biais-là. Je voulais ajouter un petit mot à ce que disait Ronia sur l'Allemagne et la PESCO. Tout ce que tu dis est certainement vrai. Ça n'enlève pas la question, deux questions. D'une part, pendant des années, et la France et l'Allemagne n'ont pas du tout essayé de faire marcher la PESCO, parce qu'on voulait tout ça être inclusif, c'est-à-dire avoir tout le monde, ce qui est un peu au contresens de l'article, qui veut expressément une coopération de ceux qui sont les plus capables. Et cela n'enlève pas non plus la divergence toujours apparente entre la France et l'Allemagne. Macron qui dit la PESCO c'est bien, mais ce n'est que le socle pour une capacité d'intervention européenne, alors que les Allemands sont très contents d'avoir réussi, si tu veux, entre guillemets, cette PESCO à 25, qui est presque tout le monde aussi. Donc il y a cette disparité d'approche et d'ambition qui persiste et qui va être... il va falloir qu'on la surmonte un jour ou l'autre. Mais je crois depuis toujours, non, le clivage franco-allemand ou le problème franco-allemand a été que la France veut avoir des capacités, voir l'Europe, l'Union européenne, si vous voulez, comme outil pour générer plus de capacités, tandis que pour l'Allemagne, c'est l'intégration qui prédomine. Les capacités, ouais, bon, enfin, c'est bon de les avoir, mais l'intégration, c'est ce qui compte le plus. Si on devrait faire un listing des priorités, bah, pour Berlin, c'est l'intégration. Premier point. Deuxième point, l'intégration. Troisième point, l'unité de l'Europe. Pour la France, c'est premier point, capacité d'intervention. Deuxième point, capacité d'intervention. Troisièmement, de l'argent pour notre industrie d'armement. Je pose une question. Si on dit on ne peut progresser qu'à 27, parce qu'autrement l'unité est mise en danger, je constate simplement que dans les grands domaines, ça sera la paralysie. Parce qu'il y a toujours des amis qui disent Kaczynski, Orban et quelques autres idiots qui prennent tout ça comme un grand théâtre pour eux-mêmes, pour ne rien faire. Bon. Là, l'Europe à la carte est évidemment inacceptable. Pourquoi? Parce que c'est la rupture elle-même à la carte et très intergouvernementale. Mais il y a un chemin entre les deux qui dit nous allons progresser, et ça c'est aussi dans le traité de Lisbonne. La coopération renforcée est dans le traité de Lisbonne. Et c'était bien réfléchi. On dit on veut éviter la rupture aussi bien que la paralysie. Et c'est pourquoi qu'on a inventé la formule, comme avec l'UEM, si tout le monde accepte le principe qu'il faut approfondir, mais moi je ne suis pas encore prêt,
je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'industrie, je n'ai pas, je ne sais pas quoi. Alors, je reste un peu à l'écart, mais j'accepte que les autres continuent. Et les pays qui veulent continuer sur base d'une idée stratégique mondiale, pas entre nous, hein, pas entre nous. Nous ne sommes pas entre nous. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes attaqués de tous côtés. Bon, alors on dit il faut agir à tout prix. Et ces gens-là acceptent qu'on reste un peu à l'écart, mais on continue. Ça doit être aussi accepté par Berlin, parce que c'est aussi dans leur intérêt. Je crois que là, on est dans le dilemme ancien, non, d'intégration européenne. Qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'efficacité ou est-ce que c'est la légitimité? Pour les Français, c'est surtout l'efficacité. Pour les Allemands, ça reste, je crois, pour un certain moment, la légitimité. Je trouve l'exemple de la communauté européenne, enfin, l'EMU, c'est pas un bon exemple parce que non seulement, enfin, le club ne s'élargit pas, il n'y a pas de volonté des pays membres qui n'ont pas la monnaie unie de rejoindre le club, bien que, en parlant des traités, ils se sont mis d'accord pour un jour aussi avoir la monnaie unie. Mais c'est surtout un mauvais exemple parce qu'ils acceptent justement pas d'être dans un autre club. C'est tout le dilemme qu'on a eu lors de la crise financière où on a essayé de renforcer en fait l'union monétaire, économique et monétaire, et où on a créé tous les différents, enfin si vous voulez, institutions, mécanismes et tout ça, parce que Britanniques, Polonais, blablabla, ils ne voulaient pas que les 19 qui ont la monnaie unie allaient plus vite, s'intégraient plus, tandis qu'eux étaient à la porte, parce qu'un jour, peut-être que je veux joindre, en tant que Pologne, ce club. Mais là, vous êtes allé beaucoup trop loin. Donc, ils veulent pas être dedans, mais ils veulent contrôler quand même la vitesse du club intégré. Mais c'est la réalité pour l'instant. Ça, je décris juste la réalité. Je vous donne un exemple. La Slovaquie est entrée, la Tchéquie peut entrer dans l'Union, oui, elle est dans l'UEM. La Tchéquie peut entrer dans l'UEM demain. Moi, elle dit, je ne veux pas, pour des raisons qui sont absolument ambiguës et pas claires, etc. Peut-être un nouveau gouvernement le veut, mais ils ont signé le traité. Et dans le traité, il est écrit « L'euro est la monnaie de l'Union ». Aussi d'ailleurs. Monsieur Dumont. Oui, non, c'est un petit point de détail. On parlait de coopération, mais tu as parlé de CSP par rapport à cela. En fait, au départ, la CSP, donc c'est à la majorité qualifiée. Oups, on est dedans. Mais maintenant, pour les États qui en sont membres, c'est à l'unanimité. Ça veut dire qu'un État pourrait, de l'intérieur, saboter le processus. Donc la CSP, c'est un défi, c'est un challenge, mais on ne sait pas vers où on va. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les matières de coopération ne sont pas trop risquées et ce qui est promis, bon, cet horizon un peu glissant, donc c'est assez rassurant. D'où évidemment, tout le monde veut en être. Mais on pourrait très bien avoir du sabotage en interne. Hein. Tout est possible. Hein. Tout est possible par rapport à cela. Je crois que pour la clarté du débat, il faudrait que vous répétiez ce que vous venez de dire. Bien compris, vous me direz si je me trompe. La décision de créer une coopération structurée et renforcée se fait, c'est déjà fait, oui, mais se fait à la majorité qualifiée. Oui, la décision de prise. À l'intérieur, oui, maintenant. attendez, à l'intérieur de cette coopération, une fois qu'elle a été décidée,
les décisions se prennent à la majorité, à l'unanimité. À l'unanimité. Autrement dit, un pays qui est entré dans cette coopération structurée, renforcée, peut bloquer bloquer notamment des progrès dans un certain nombre de domaines opérationnels. Oui, mais en même temps, bon, il va avoir le rapport de la haut représentant annuellement, il va avoir le SEAE et l'agence qui vont aider au processus d'évaluation des projets. Bon, donc on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir des pressions indirectes et on peut calmer le jeu, etc. Donc tout ça va être très très politique aussi. Hein. Detlef. Si je peux ajouter un tout petit détail, la PESCO est à la fois définie comme étant un cadre légal obligeant les membres qui en font partie, et elle est volontaire. C'est-à-dire la participation à la PESCO est volontaire. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant, hein? C'est un aval, c'est après. Voilà. Oui, dans 2018. Hein. Donc, on est dans le dilemme qui était celui que l'on a essayé de définir au début et qui est un dilemme dans lequel on se trouve depuis 70 ans, et dont on n'est pas sorti, me semble-t-il, même si des petits pas sont faits et des conditions aussi institutionnelles sont créées qui permettent d'aller un petit peu plus loin au coup par coup quand c'est nécessaire. Mais ce que je retiens de cet échange, c'est qu'il faut se garder de vision globale trop ambitieuse parce qu'elle serait vouée à l'échec, même si, comme vous l'avez dit, il vaudrait mieux savoir où on va, parce que si on ne sait pas dans quelle direction on va, on risque aussi de se tromper. Alors, il y a déjà une main qui s'est levée, peut-être on va prendre quelques questions. C'est pas tout à fait une question. Moi, de ma petite expérience, je constate trois choses. La première, c'est que, par rapport au sujet, la première, c'est que il y a un décalage entre, d'une part, la politique d'affichage, qui est souvent versatile, voire schizophrénique, et la réalité de la coopération sur le terrain. Dit autrement, il y a un décalage entre la conception de l'Europe de la défense du Quai d'Orsay et la conception de la construction de l'Europe de la défense vue du point de vue du ministère de la Défense. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même un peu ça. Et j'imagine que dans d'autres pays, c'est un petit peu pareil ou c'est avoisinant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, grand bond en avant, petit pas, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour consolider la coopération, il y a un certain nombre de préalables qui sont simples, en fait, et qui ne vont pas chercher midi à 14 heures. Le premier préalable, c'est difficile d'avoir un objectif commun si on n'a pas une perception commune des menaces. J'ai souvenir qu'il y a une quinzaine d'années, Solana avait fait un assez bon document d'une quinzaine de pages. Je n'ai pas souvenir, mais là j'ai perdu le contact, donc je n'ai pas souvenir que ce document Solana, sur justement cette question-là, a été décliné dans toutes ses dimensions. La deuxième chose, pour aller vers la coopération, ou renforcer la coopération, il faut un minimum d'harmonisation des procédures internes et des timings internes. S'il y a des décalages, trop grands décalages dans le temps entre les différentes programmations militaires, au final, on reste dans du nationalo-national. D'autre part, la question en matière d'armement,
de politique d'armement, la question, c'est la question du marché unique de l'armement. La question du marché unique de l'armement, c'est oui ou non la préférence communautaire. On a eu des exemples récents avec les Polonais. Et quid de la formulation de l'article, je ne me souviens plus combien, 234 ou je ne sais pas quoi, qui dit qu'on ouvre les marchés publics, sauf quand il y a un intérêt stratégique qui l'empêche, qui est un élément de blocage de la construction de l'Europe de l'armement. Troisième point, il y a les écueils. Moi, je vois un premier écueil qui est l'optimisme ou, disons, le mieux est l'ennemi du bien. Et je pense à A400M. A400M qui est peut-être une réussite technique dans le futur, mais ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans que le projet est en cours, avec tous les problèmes qu'on connaît. On a voulu à l'époque faire un avion européen, pleinement européen, plutôt que faire quelque chose un peu intermédiaire, c'est-à-dire une cellule européenne et une cardingue style ukrainienne, quoi. Et puis la deuxième chose, le deuxième écueil, c'est la confiance. Quand on vend des Mistral aux Russes, je ne suis pas sûr, surtout compte tenu du passé, que ça participe au renforcement de la confiance franco-polonaise ou franco-balte. Et tout ça, ce sont des choses simples et à mettre en pratique facilement. Dernier point, et je termine. Dernier point. Pareil, on parle de l'OTAN. Posons la question de la coopération au sein de l'OTAN. Qu'est-ce que c'est l'OTAN? Ok, c'est une organisation militaire, tout ça. Mais c'est surtout une formidable machine à produire de la norme technique, de la norme opérationnelle, de la norme industrielle. Est-ce que les Européens, avant chaque réunion, se concertent pour définir une position commune? C'est pas midi à 14h, ça? Eh bien non, ça se fait pas. Merci, vous avez soulevé un certain nombre de points qu'effectivement on n'avait pas abordés et qui sont très importants. Bon, j'en prends un comme ça à la volée, c'est la politique d'exportation des armements qui devrait être une politique concertée en Europe et qui effectivement ne l'est pas. C'est un des points que vous avez soulevé, il y en a beaucoup d'autres. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. On va reprendre une autre question. Oui, M. Guettoir. J'avais deux questions concernant les OPEX. Une fois, il y a bien sûr un côté menace, Mali et tout ça, mais il y a aussi une question de présence de puissances tiers dans toutes les opérations. Enfin, d'un côté le Mali, de l'autre côté Atalanta et toute la question de la piraterie. Et de là, la question, est-ce que cette présence massive des États-Unis au Mali, est-ce que ça est un facteur pour promouvoir le côté européen? Et la même chose que les Chinois, les Indiens sont présents au cap de l'Afrique pour la question de la piraterie et la présence de cette base chinoise à Djibouti, est-ce que c'est un facteur? Et de l'autre côté, je voulais revenir sur la présence allemande au Mali. Pourquoi cette présence est si peu connue en France? Et pourquoi, là c'est la question à M. Poul, l'Allemagne était présente au Mali avec des militaires et dans tous les pays du Sahel, des années 65 jusqu'à 99, et M. Scharping a mis fin à cette présence qui était très discrète, mais qui était là. Et
on recommence donc en 2013 dans une autre envergure et avec des armements, etc. Simplement, donc, la SPD, qui avait chéré cette présence là-bas pendant les gouvernements de Brandt et Schmidt, pourquoi en 1999 on met fin à cette présence? Et est-ce qu'il y a là une interaction avec le côté intégration dans les battle groups et le reste? Oui, bonsoir, Paul Arnaud. Je voudrais m'interroger sur la question du commandement unique, du commandement commun. Est-ce que vous pensez, et quelles sont les perspectives de faisabilité de créer, est-ce que vous pensez que la solution serait peut-être de créer une école d'officiers commune? Est-ce que le moment est venu? Est-ce qu'il est en perspective? Est-ce que ça simplifierait les réalités d'engagement? Très bien. Alors, voilà 3 questions, enfin, beaucoup de questions qui ont été posées, 3 interventions. Qui est-ce qui... Je vais commencer de répondre. Oui, bien sûr, Monsieur Dumoulin, allez-y. Vraiment très rapidement, je reprends certaines choses qui me parlent. La stratégie urbaine de sécurité de 2003, en fait, de Solana, certains ont considéré qu'elle c'était vraiment trop générale et trop gentille, trop soft. Hein. Donc ils l'ont combattue idéologiquement. Il y a toute une littérature. Et d'autres ont considéré que ce n'était pas assez sérieux, pas assez doctrinal, pas assez kaki. Et donc c'est une stratégie qui a eu son intérêt en soi, parce que ça a permis tout de même dans une poche, parce que ça tenait dans une poche, on a distribué vraiment des petits formats. Hein, pour la petite plaisanterie, le militaire l'ouvre pour savoir pourquoi il est en opération. Je rigole. Mais en tout cas, c'était un bel exercice parce que malgré la crise en Irak à l'époque, la guerre du Golfe, finalement tous les Européens ont signé, ont adopté. C'était dans le cadre d'une réunion sur une île grecque. Là également, peut-être que l'abus de Ouzo a peut-être joué un rôle aussi. Alors, préférence communautaire, écoutez, pour la petite histoire. Je vous interromps pour vous poser une question. Oui. Il a été on a beaucoup discuté de savoir s'il ne fallait pas justement écrire une nouvelle stratégie. La version, elle a été actualisée en 2005, et puis on a la dernière version 2016, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est un texte beaucoup plus gros, avec Mogherini, qui n'a pas été adoptée en fait. Elle a été simplement lue, hein, présentée. Donc là, il y a encore du tirage. Préférence communautaire, simplement pour dire que demain, les Belges sauront quels sont les chiffres officiels pour les dépenses éventuelles d'acheter le Typhoon ou le F-35 américain. Alors là, demain, avec la proposition française un petit peu, non pas biscornue, mais très politique, qui sort du cadre des règles belges, ça va être très intéressant de voir où va se situer la préférence à terme. Hein. Ce ne sera pas maintenant, mais à l'automne de cette année, est-ce que la préférence sera américaine, transatlantique ou française? Alors les normes opérationnelles OTAN, oui, parce que même les battle groups de l'UE, rappelons-nous, les battle groups de l'UE passent par des entraînements sous normes OTAN. Et si l'OTAN dit non, c'est pas bon, voilà, elles ne sont pas certifiées, elles ne passent pas en alerte. Voilà, pour ce qui est des Américains au Mali, je crois qu'il y a un intérêt commun. Hein. Il y a un intérêt commun contre le terrorisme. Et bon, que les Américains aident les Français avec des drones armés ou du système de surveillance, je pense que c'est un prêté pour un rendu. Je pense qu'il y a une coopération par rapport à cela. Enfin, commandement commun, l'état-major militaire de l'UE fait ce qu'il peut, hein, mais il y a quand même une dimension politique derrière de l'autorité nationale. Et il y a quand même des quartiers généraux, il y a 5 grands quartiers généraux qui acceptent évidemment d'être alimentés par des officiers qui viennent d'autres pays en cas d'opération militaire extérieure, dans certains cas de figure. Donc on va perdre Nord-Out en partie, puisque le Brexit est là, mais c'est là aussi il y a de l'enculturation, je dirais, entre les officiers. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin que cela. Même s'il y avait un grand quartier général civilo-militaire à Bruxelles, ou à Strasbourg, pour faire plaisir aux Français,
ça reste des officiers qui, même s'ils ont le drapeau collectif, viennent des États. Hein, d'accord? Et ça, c'est important à souligner. On n'en sortira pas et on revient. Merci beaucoup. Il ne reste pas grand-chose à ajouter parce que je crois que vous avez déjà très très bien répondu à la plupart des questions. En fait, justement, la problématique du marché intérieur d'armement, enfin, c'est un autre point de discours franco-allemand, la question des exportations d'armes. Même si on arrivera un jour à avoir un marché intérieur d'armement, enfin, les entreprises dépendront de l'exportation, la possibilité de pouvoir exporter. Parce que le marché intérieur d'armement, il sera quand même trop petit pour qu'une usine, une entreprise d'armement pourra survivre financièrement. Donc il va devoir se tourner vers l'extérieur, vers l'exportation. Sinon, ça ne fait aucun sens. Mais là aussi, ça revient, je crois, un peu au débat qu'on a eu auparavant, la question des réflexions stratégiques. Il faut aussi, si on se met d'accord sur un dialogue stratégique, ne pas exclure justement la dimension industrielle. Parce que si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, soit sur une liste de pays ou une liste de capacités qu'on veut exporter en commun, moi je crains qu'on ne commence même pas à commencer à créer le fameux marché intérieur d'armement, parce que, au moins du point de vue d'industrie, ils disent mais pourquoi est-ce qu'une industrie française devra coopérer avec son homologue allemand si au bout du compte, la boîte française ne peut pas être sûre de pouvoir exporter ce qu'on a construit en commun. C'est ça le plus grand problème. Et là aussi, donc, il faut surtout commencer assez vite à se mettre d'accord, non seulement de quoi est-ce qu'on a besoin en termes capacitaires, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de pays et il faut bien évidemment tenir cette liste ou ce débat actuel, il faut l'actualiser. Il ne faut pas l'écrire une fois pour toutes. Mais là aussi, c'est vraiment un champ politique à aborder au plus vite possible, je dirais. En ce qui concerne les exportations, on a l'impression en France, si je ne me trompe pas, que la politique allemande d'exportation d'armement est trop restrictive, alors que beaucoup de forces politiques en Allemagne pensent qu'elle est trop laxiste. Ça, c'est un problème. Et le deuxième... Quand même des champions d'exportation. Justement, c'est ce que je viens de dire. Et la deuxième chose... Cette limitation est très limitée. Et la deuxième chose aussi, qui est le deuxième problème, là je vais parler non pas de l'exportation d'armement, mais dans le domaine civil. Si Airbus vend des A380 aux Émirats arabes unis, c'est une victoire française. Or Airbus n'est pas un avion strictement et uniquement français. Donc là, je pense aussi que sur les exportations d'armement, il y aurait aussi cette espèce de concurrence, compétition, pour savoir qui est le champion de l'exportation. Oui, pour répondre brièvement aux remarques et aux questions, je trouve qu'il y a encore un autre facteur qui joue là-dedans, dans ce domaine de l'industrie d'armement, c'est la conception même de ce que c'est cette industrie d'armement. Est-ce que c'est une industrie stratégique qui est plus ou moins sous contrôle de l'État, ou est-ce que c'est une industrie principalement privée qui agit au monde global, enfin qui agit dans le domaine global, et qui vend en Europe, en Amérique, en Asie, n'importe où? Est-ce que les nations ont vraiment une mainmise sur ce que fait l'industrie d'armement? Ils ont certainement des règles pour l'exportation, c'est vrai, mais les activités industrielles des industries d'armement sont principalement de caractère privé. Et donc,
je ne pense pas que nos gouvernements puissent disposer des industries d'armement et de leur investissement, etc. Pas forcément un point de vue français, ça. Oui, ben justement. Et je crois là aussi il y a un discorde sérieux et profond sur le rôle de l'industrie d'armement pour la politique. Autre question, la présence allemande en Afrique. Bon, je pense que jusqu'il y a quelques années seulement, l'Afrique, pour la plus grande partie des experts et de l'opinion publique allemande, c'était, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, c'était une chasse gardée française. Nous, on n'avait rien à voir là-dedans. Nous, on ne mettait pas d'argent là-dedans. Nous, on ne met pas d'activité là-dedans. Donc, il y a toujours beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'on a à faire, nous, au Mali, pour sauver les Français? Non, ce n'est pas nous. Donc, il y a très peu ça devient lentement, on commence à avoir une perception de la situation que ce qui se passe en Afrique du Nord a peut-être des répercussions sur l'Europe, sur toute l'Europe, donc inclut l'Allemagne. Et donc c'est pas seulement, et ce n'est plus une affaire française. Et ça, c'est un développement qui se fait, à mon avis, oui, mais à mon avis, ça se fait trop lentement et c'est toujours pas à la hauteur. Formation des officiers européens au niveau européen, je me souviens qu'il y a un collège européen, un collège militaire européen qui existe, qui voyage un peu parmi plusieurs pays membres de l'Union européenne. Le problème avec la formation en commun, ce sera toujours la langue. Ce sera toujours un problème. Ou bien vous faites tout en anglais, ou bien vous sélectionnez un petit nombre d'officiers allemands qui parlent le français, qui peuvent assister à des cours ici, et vice-versa. Et ne parlant pas des académies militaires roumaines ou polonaises ou italiennes, etc. Donc je pense que ça va être toujours difficile. Un dernier mot sur la stratégie et le papier de Solana. Je pense qu'il faut toujours avoir en tête aussi qu'il y a une compétition permanente entre la Commission et les États membres sur qui a la compétence en matière stratégique et en matière de défense. Si vous regardez les initiatives qu'a prises M. Juncker récemment, ça fait partie de cette lutte de compétences ou lutte de pouvoir, si vous voulez, au sein de l'Union européenne, pour qui est responsable des affaires de défense. Donc, à mon avis, la Commission tente de proposer des choses qui sont dans leur champ de compétences, c'est-à-dire industrie, recherche, etc. C'est là où ils peuvent donner de l'argent, c'est là où le Parlement européen peut avoir une mainmise sur le budget. Mais tout ce qui est stratégie, tout ce qui est politique, ce n'est pas du domaine de la Commission. La Commission n'a rien à voir là-dedans. Et c'est les États membres qui demeurent le maître de jeu et qui ne veulent pas en aucune manière renoncer à cela. Monsieur Van Iersel. Pour commencer avec ce dernier point, le pauvre Juncker serait ravi de votre explication sur ses ambitions. Vous vous rappelez qu'il n'a jamais parlé de la défense avant 2017. Pourquoi? Parce qu'il savait que rien n'est possible pour la Commission. Il a commencé à parler sur la défense après Bratislava
et puis le sommet 2016. Le sommet, le conseil, après Tusk. Tusk était le chef de file, Conseil européen, et lui, Juncker, a été mandaté pour les affaires industrielles. Vous savez que jusqu'à ce moment-là, l'unité de défense dans la commission était un administrateur très sympa, un Anglais d'ailleurs, qui était très européen mais qui ne pouvait rien faire. Bon, depuis, c'est un peu changé. Alors, le point d'achat. Là, il y a une grande différence entre les pays producteurs et les pays non producteurs. Alors, les Néerlandais sont c'est un pays non producteur. Petite industrie militaire. Qu'est-ce que c'est la conséquence? Pas conceptuellement, mais justement par la pratique des choses, ils voient les choses différentes que la Grande-Bretagne et la France ou l'Allemagne ou l'Italie. Ces pays-là produisent pour leurs propres armées et nous n'avons pas de l'industrie qui produit pour nos propres armées et marines. Marine. Dans le passé, dans la marine, c'était différent, mais pour les armées et l'air. Alors, ils choisissent par définition pour l'offre le plus profitable du point de vue financier et technologique. Alors, ce sont les Américains. Les Français doivent nécessairement choisir pour Dassault, parce que Dassault est français, il est soutenu par le gouvernement. Bon. Les Suédois sont aussi un petit pays, mais ils achètent le Saab. Maintenant, le Saab est d'ailleurs chinois. Hein. Bon. Oh non, il est en faillite et Volvo est devenu chinois. Mais est-ce que je vous interromps, est-ce que c'est une raison pour débaucher les pilotes belges? Des officiers pilotes néerlandais sont partis à Bruxelles il y a quelques jours pour justement s'organiser pour le lobby pour F-35. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Ah, c'est normal. D'accord. Mais c'est les questions des Benelux pour une autre. Oui, mais le Benelux c'est autre chose. Mais de toute façon, c'est un décalage qui est né par des raisons très pratiques. Bon. Alors, maintenant, le point de Madame Kempli sur le développement de l'industrie, si on va les fusionner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si on fait une liste des productions d'avions, de navires, bateaux, de grands équipements en Europe, même des fusils, des balles, c'est une quantité incroyable et ça coûte des fortunes. Si on le compare avec les Américains, c'est 10 fois plus, pas 10 fois, mais un pourcentage élevé d'économisation. Bon. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, on pourrait résoudre tous les problèmes financiers de l'Europe si on faisait un peu plus ensemble. C'est comme ça. On peut parler de la stratégie jusqu'à la mort, mais c'est à la fin une question de fric. Et c'est pourquoi, moi,
et les clients des gouvernements, ce sont les citoyens, sont par définition plus pour une intégration des systèmes. Et les industries n'exporteront pas plus parce qu'ils doivent exporter maintenant, parce que les Allemands ne peuvent pas vendre en France, ni en Angleterre. Et les Français ne vendent pas en Allemagne, ni en Angleterre, et vice-versa, etc., etc. Alors, ils sont condamnés à exporter tous azimuts, parce que pour faire bénéficier leur coût de développement et la recherche, ils doivent exporter. C'est leur survie. Alors, qu'est-ce qu'il est plus beau que de dire, mais on va faire un avion, peut-être 1,5, mais pas plus. On va déjà faire des chars blindés, hein, deux catégories, pas plus. Et on va acheter l'un chez l'autre et pas séparément. C'est ça un peu l'idée. Enfin, à très long terme, c'est à vrai dire, mais il faut savoir tout le temps les coûts dont on parle. Vous avez raison d'insister sur l'aspect financier qui est aussi une des conditions qui peut-être crée une situation plus favorable à cette coopération européenne, mais il n'en reste pas moins que la compétition, la concurrence entre les économies nationales est encore très forte et que chaque pays, en tout cas parmi les principaux, et vous avez eu raison de faire la différence entre ceux qui ont une industrie de l'armement et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont une industrie de l'armement veulent la garder aussi chez elles parce que ce sont des places de travail, des postes de travail qui sont en question et pas seulement des emplois, mais aussi une question parfois simplement de prestige et peut-être aussi de manque de confiance vis-à-vis du partenaire, de savoir si on dépend des chars qui sont construits en Allemagne ou bien des Allemands qui seraient dépendants des avions, des hélicoptères construits en France, etc., en cas de besoin. Voilà, je crois qu'on va conclure là-dessus. Si vous repartez un peu frustré, je ne vous en voudrais pas. C'est vrai que le débat est extrêmement compliqué d'une part, et d'autre part n'incite pas forcément à un optimisme débordant. Mais on peut quand même voir cette question de deux points de vue. En effet, on peut considérer que l'on ressasse depuis des années, des décennies, les mêmes problèmes. On tourne toujours autour des mêmes questions et on n'arrive pas à les résoudre au fond, on ne les a pas résolus au fond. Mais on peut aussi considérer que petit à petit, pierre par pierre, une pierre après l'autre, il y a des progrès qui sont faits, il y a des possibilités qui s'ouvrent et je crois que c'est dans cette direction qu'il faut travailler et c'est peut-être, non pas avec ce message, mais avec cette idée qu'il faudrait repartir ce soir. Je vois que tu as écrit un papier sur l'autonomie stratégique de l'Europe, alors qui est sur la table à la sortie et qui est à la disposition de toutes les personnes intéressées gratuitement, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ah, ça, oui, alors il faut le préciser, qui a été publié par Boulevard Extérieur, que je vous invite à suivre assidûment. Merci beaucoup, merci aux 4 participants et à bientôt, parce qu'il y a bientôt d'autres